Et aujourd'hui, André Berkoff reçoit Patrick Jardin, qui est entrepreneur, mais qui est surtout le père de Nathalie, qui a été assassinée au Bataclan le 13 novembre 2015 par les attaques islamistes, et qui est auteur de ce livre « Pas devant les caméras » aux éditions Presse de la Délivrance. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Patrick Jardin, vous avez intitulé votre livre « Pas devant les caméras » et il y a sous la couverture évidemment le portrait de votre fille, la photo de votre fille Nathalie. Pas devant les caméras, j'ai regardé, c'est parce qu'à un moment donné vous êtes allé interpeller Manuel Valls et il vous a dit « pas devant les caméras ». Racontez-nous. C'était la seule chose qui le préoccupait en fait. La seule chose, c'est qu'il voulait surtout pas que ce soit filmé par les caméras. Or, moi, comme je lui ai dit, c'est pas moi qui ai convoqué les caméras, c'est vous qui les avez convoquées pour vous filmer, parce qu'il était en train de faire la tournée des popotes, pour voir si tout était bien en place dans les gares et tout ça. Bon, il aurait dû le faire avant les attentats, mais il a pas fait. C'était quand exactement? C'était le dimanche après le Bataclan, oui. D'accord. Et alors, donc vous vous êtes approché, si vous voulez, moi j'étais venu chercher mon frère qui devait me donner un coup de main pour retrouver ma fille, parce que tout seul je m'en sortais plus. Et j'ai été le chercher à la gare du Nord, et j'ai vu un attroupement. Et tout de suite j'ai reconnu Valls, Cazeneuve et Le Drian, entouré évidemment de journalistes et puis d'un service de sécurité. Comme je suis assez costaud, j'ai traversé le cordon de sécurité et je me suis retrouvé nez à nez avec Valls. Et là, j'ai commencé à lui dire ce que je pensais, quoi. Et la seule chose qu'il m'a répondu, c'est « Monsieur, pas devant les caméras ». Ouais. Oui, ça en dit long. On peut parler, mais surtout que ça ne soit pas filmé. Voilà. Alors, Patrick Jardin, vous avez reçu il y a quelques mois, je m'appelle très très bien ce que vous aviez à dire, et ce 15 novembre 2015 restera évidemment à jamais gravé, non seulement dans votre vie, mais dans la vie de beaucoup de monde, et dans la mémoire de beaucoup de monde. Je voulais savoir pourquoi ce livre aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a amené à le faire? Parce que, en fait, je n'ai pas d'autre moyen de m'exprimer que par un livre. Étant donné que je suis plus ou moins blacklisté sur toutes les chaînes de radio et de télévision nationale. Sauf la nôtre. Oui, bien évidemment. Et je vous en remercie d'ailleurs. Et j'ai pensé qu'écrire le livre et dévoiler ce que beaucoup de gens ne savent pas sur les histoires des attentats du 13 novembre 2015, c'était nécessaire. Parce que beaucoup de gens que je rencontrais, des amis ou d'amis, lorsque je leur expliquais tout ça, ils me disaient « mais c'est pas possible ». Ils n'étaient pas au courant. Alors j'ai pensé qu'en faisant ce livre, eh bien effectivement, ça leur ouvrirait les yeux, parce que moi mon but, bon évidemment, c'est de lutter contre l'islamisation de mon pays, mais c'est surtout aussi que plus jamais dans mon pays puisse se reproduire ce genre de massacre. Oui, bien sûr. Et ce qui s'est passé, c'est un hasard tragique, mais c'est un hasard. En même temps, se passe le procès de Charlie Hebdo, comme vous le savez. Est-ce que pour vous, c'est un peu, je ne dirais pas c'est un peu la même chose, ça ne veut rien dire, mais est-ce que c'est une espèce de continuité, puisque là aussi, c'était des attentats faits par des islamistes radicaux au nom de, pour Charlie. Et là, évidemment, au Bataclan, c'était autre chose. Au Bataclan, c'était des gens qui n'avaient blasphémé personne, qui ne demandaient rien à personne, qui venaient écouter un concert, des X-Metal, et puis voilà, et puis c'était tout. Est-ce que pour vous, quand même, ça participe un peu de la même démarche? Bien évidemment, c'est la continuité de l'islamisme. Mais, vous savez, bon, comme j'ai pu le dire dans le procès de Charlie Hebdo, j'estime, moi, que les principaux accusés ne sont pas dans le box des accusés. Certes, ceux qui sont dans le box des accusés ont participé de près ou de loin à cet affreux massacre aussi, mais il y a des gens qui portent une très lourde responsabilité, qui devraient, et qui avaient des fonctions importantes au sein de l'État, et qui devraient, elles, être également dans le box des accusés. Et malheureusement, après ce massacre de Charlie Hebdo, où il y a eu 18 personnes de tuées, on n'en a tiré aucune conclusion. Ce qui a permis
à ce que le massacre du Bataclan et des terrasses de la Belle Époque puisse avoir lieu. Alors que si on en avait tiré les conclusions, bien évidemment, je pense que ces attentats-là auraient pu être évités. Oui, c'est-à-dire ce que vous dites, c'est que si on avait pris toutes les précautions, sachant que ce n'était pas un attentat comme ça à hasard, le Bataclan n'aurait pas eu lieu. Enfin, le massacre n'aurait pas eu lieu. Bien sûr. Et quand vous dites que vous avez voulu justement rétablir un certain nombre de choses et que les gens, et c'est une des raisons pour laquelle vous avez écrit ce livre, bien sûr, et que les gens ne vous croyaient pas. C'est quoi, par exemple? À quoi les gens ne croient pas? Vous avez l'impression qu'il y a un déni, même jusqu'à présent, ils disent oui, d'accord, mais c'est pas vraiment, vous exagérez, c'est pas vraiment ça. Un exemple, par exemple, moi je suis allé au procès de Ben Daoud, le logeur. Oui. En première instance, il y a un papa qui est venu en pleurs, et ça m'a beaucoup marqué, je m'en souviens bien, qui a déposé à la barre et qui a révélé que lorsqu'il est allé reconnaître le corps de son fils, il n'y avait plus Dieu dans les orbites. Ouais. Et alors quand on me dit que, par exemple, au Bataclan, il n'y a pas eu d'exaction et que tous sont morts par balle, je n'y crois pas. Bon, j'ai eu des entretiens. Il y a eu des témoignages en ce sens, oui, d'ailleurs. Alors mais mes amis, par exemple, ou des amis d'amis, me disent bon, enfin, c'est pas possible, t'exagères. Eh bien non, j'exagère pas. J'ai eu des entretiens avec des gens du RAID qui sont quand même confrontés à des situations plus qu'extrêmes. Ils m'ont dit, mais c'était un charnier. Ouais. Bon, ces gens-là, j'ai plus tendance à les croire que ce que veulent bien nous faire passer comme message les pouvoirs politiques. Ouais. Je comprends. Donc vous avez voulu un peu rétablir les choses et dire ce que vous aviez envie de dire par rapport à ça. Dire à quel point l'islamisme peut avoir cette chose atroce de d'égorger des gens, de les éventrer, de leur enlever les yeux, c'est inadmissible, quoi. Et dites-moi, vous avez l'impression, justement, ça fait maintenant presque 5 ans, hein, puisque... Est-ce que vous avez l'impression que, en France, vous savez, on l'a dit, Valls l'a dit, d'autres l'ont dit, Valls l'a dit, il faut s'habituer à vivre avec le terrorisme, non pas pour s'y résigner, mais quand même s'habituer. Et vous, effectivement, vous ne vous êtes pas habitué. Mais est-ce que vous croyez que la population française, au fond, elle navigue entre une certaine indignation et un certain déni en disant oui, c'est embêtant, qu'est-ce qu'on peut y faire? Vous sentez comment cette situation dans votre pays? Moi, je suis un peu déçu des Français parce que j'estime que ils réagissent pas suffisamment violemment. Alors mes propos vont peut-être choquer, mais on répond à la violence par la violence. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Vous, vous n'aurez pas ma haine. Ah, pas du tout. Comme a dit quelqu'un dont la femme a été massacrée au Bataclan. Moi, je suis plutôt dans la loi du talion. Voilà. Bon, j'ai une instruction religieuse. Je sais bien que c'est pas ce qu'il faudrait faire, mais vous n'allez pas tendre la joue gauche. Sûrement pas. Non, pas. Et justement, de ce point de vue-là, ce qui s'est passé depuis 5 ans. Bon, alors il n'y a pas eu. Heureusement pour les autres, enfin, il n'y a pas eu de nouveau Bataclan ou de nouveau Charlie Hebdo, en tout cas pas pour le moment, et j'espère qu'on n'en aura pas. Et d'ailleurs, c'est ce que vous souhaitez évidemment aussi. Mais est-ce que vous avez l'impression que tous ces, vous savez, ces petits incidents dont on parle par rapport à telle personne qui se fait agresser, par rapport à... Vous avez l'impression que ça participe d'un climat général où les fanatiques grignotent un tout petit peu, c'est ça, sans faire de grande violence, et qu'au fond, le climat est, comme disait Jérôme Fourquet, vous savez, il disait, on est un peu dans l'archipélisation, dans la partition, disait François Hollande, dans la libanisation, disait d'autres. Est-ce que vous avez l'impression de vivre dans ce climat-là? Absolument. J'estime que les Français sont plus ou moins dans la résilience. Alors certes, lorsqu'il y a des égorgements ou des exactions épouvantables, ils sont révoltés. Mais... Quand vous dites la résilience, plutôt dans la résignation. Oui. La résilience étant le... Oui, c'est ça. Et vous dites oui, c'est-à-dire qu'en fait, personne ne bouge, quoi. Absolument. Vous savez, moi, encore une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est l'assassinat de ces 2 jeunes filles devant la gare Saint-Charles. Oui, à Marseille. Bon, ça, j'ai été extrêmement marqué. Bon, on sait tous que à l'heure à laquelle c'est arrivé, devant une gare, il y a du monde. Oui. Pas un n'a bougé. Moi, je peux vous dire que si j'avais été là, quitte à prendre un coup de couteau, c'est sûr que j'aurais sauté sur le dos du gars. Parce que je ne peux pas laisser faire des choses comme ça. C'est inadmissible. C'est une question de civisme.
Comme d'ailleurs le gendarme Arnaud Beltrame, vous vous rappelez, qui a pris la place d'une femme qui était en otage là, dans le supermarché et qui s'est fait tuer d'ailleurs pour ça. Et alors, à quoi attribuez-vous, Patrick Jardin, au-delà de ça, cette espèce de... peut-être pas de résignation, je ne sais pas comment on va l'appeler, ou de déni, ou d'accoutumance. C'est parce que, justement, les gens ont une espèce de culture de pacifisme, tout va bien, allez, pas de vagues, pas de bruit, etc. C'est quoi? C'est une éducation? C'est une culture? C'est quoi? Je pense qu'on est tous, un peu embourgeoisés, je dirais. On a chacun nos petits problèmes, nos crédits, notre petite vie, notre appartement, pour certains une résidence secondaire, les enfants à l'école, et personne ne pense au reste. On ne pense plus aux gens qui sont à côté de nous. On n'y pense plus au collectif. Absolument pas. Il n'y a plus de collectif national. Mais je vais vous dire, je me suis battu une fois dans le métro parce qu'il y avait 3 chances pour la France qui ennuyaient une jeune fille. Je me suis retrouvé au commissariat. Et bien, c'est tout juste si c'était pas moi qui étais accusé, quoi. Ah oui. C'est toujours si vous reprochez pas d'être intervenu. Oui, parce que je les avais fortement abîmés et moi j'avais pas grand chose. Alors on me disait mais vous avez pas. En fait, en France, il faut qu'on réponde avec la même force avec laquelle on vous attaque. Oui, mais on n'a pas de curseur, hein, je veux dire. On va pas prendre un thermomètre. Je comprends. Et vous avez l'impression on a l'impression quelquefois que c'est que le bourreau se transforme en victime et la victime en bourreau. Hein. C'est Absolument. Mais on essaie de comprendre, et justement, vous avez hélas payé très très cher, et plus que très cher, ce prix de ça avec votre fille. Mais est-ce que, j'essaie encore une fois de comprendre, est-ce que c'est une espèce d'éducation, de lâcheté reconnue comme voilà, c'est comme ça, on peut rien y faire, je ne vais pas attraper un coup de couteau, donc je reste dans mon coin. Je ne sais pas l'expliquer. Moi, si vous voulez, j'ai eu la chance d'avoir, quand je jouais au football, j'étais beaucoup plus jeune, un très grand entraîneur qui s'appelait Monsieur José Arribas, qui était l'ancien entraîneur de l'équipe de Nantes. Il était à Lille après, et j'ai eu la chance d'être entraîné par ce monsieur. Et il m'a fait un jour une réflexion qui a toujours guidé ma vie. C'est-à-dire, il m'a dit, Patrick, quand tu rentres sur le terrain, c'est la guerre. Tu prends un coup, tu dis rien. Mais quand le gars repasse devant toi, n'hésite pas, tu le rends. Tu dois tout donner. Quand tu sors, tu dois sortir vidé et la tête haute. Et ça a toujours guidé ma vie. C'est important. On se retrouve avec Patrick Jardin après cette petite pause. À tout de suite. Et nous continuons notre entretien avec Patrick Jardin, un livre que je vous recommande, un livre très fort, pas devant la caméra, et fait aux presses de la délivrance. Et c'est non seulement un cri de révolte devant un père dont la fille a été massacrée au Bataclan, je rappelle, 13 novembre 2015, mais c'est aussi un cri de quelqu'un qui ne veut pas se résigner et qui dit il faut faire en sorte que ça ne se renouvelle pas. Alors, vous avez eu beaucoup de démarches après tout ça, etc., Patrick Jardin, et dites-moi comment ça s'est passé. Pas tout, parce qu'il y en a tout, et votre livre le raconte, et le raconte très bien, mais en gros, avec les journalistes et avec la politique. Vous avez senti quoi? Une espèce de fin de non-recevoir, ou au contraire, on vous a bien accueilli? Qu'est-ce qui s'est passé? Les politiques, alors, à part ceux du Front National et de, Debout la France, oui. Vous les avez pas vus? J'ai pratiquement eu aucun contact. C'est pas parce que vous êtes de droite ou de gauche ou tout ça, ça n'a rien à voir. Moi, si vous voulez, j'ai jamais voulu prendre une carte dans aucun parti. Moi, j'ai jamais fait de politique, c'est pas mon métier. Vous êtes entrepreneur. Oui, moi je suis j'étais avec mes frères, on avait une société de location de voitures. J'ai jamais été amené même à écrire un bouquin puisque c'est les circonstances qui m'y ont amené. J'ai rencontré des politiques à partir du moment où j'ai lutté contre le concert de Médine au Bataclan. Oui. Là, j'ai envoyé un courrier à tous les députés, à tous les sénateurs, à tous les anciens présidents de la République et aux candidats des élections présidentielles qui venaient de se passer. Eh bien, je n'ai eu que très peu de réponses. J'ai eu, évidemment, Marine Le Pen, j'ai eu Nicolas Dupont-Aignan,
j'ai eu Karim Mouchik, Oui. j'ai eu Pierre Cassen, j'ai eu Renaud Camus. Ah oui, tous, tous d'un même bord. Voilà. Mais les autres, Mais rien, moi, même pas une réponse. Rien, même pas une réponse. Et vous ne cherchiez pas à avoir un camp contre l'autre. Bah c'est non, pas votre problème, oui. mon but c'était d'empêcher ce concert, si vous voulez, parce que le président de la République, le Premier ministre plutôt de l'époque, avait été questionné au Sénat sur ce concert par le sénateur Meurant. Et il a répondu, moi je vois pas l'utilité d'interdire ce concert parce qu'il n'y a pas d'atteinte à l'ordre public. Alors moi j'ai décidé de créer une atteinte à l'ordre public. Et effectivement j'avais réussi à former 158 cars qui partaient de toute la France pour ramener à Paris. Ah oui. Et on avait donc... avec un général qui était général dans la Légion, si jamais ça marchait pas, un autre plan pour empêcher ce concert d'avoir lieu. Oui, parce que au Bataclan, c'était pas par hasard. J'allais pas laisser chanter un islamiste au Bataclan, là où ma fille a rendu son dernier souffle, en même temps que 129 autres personnes. Pour moi, c'était impossible. Et donc les politiques, bon, alors le concert n'a pas eu lieu, effectivement, ça a été, là vous avez eu victoire, en tout cas oui. Ça a été empêché. Et après ça, avec les politiques, ça a toujours été... J'ai eu, mais là c'est par le plus grand des hasards. Oui. Si vous voulez, M6 m'a demandé de venir tout de suite témoigner pour leurs 20h. Et j'ai croisé Manuel Valls dans les couloirs de M6, qui venait d'annoncer que il donnait sa démission de député pour partir prendre une claque en Espagne. D'accord. Et là, je me suis régalé quand même. Je lui ai dit ce que je pensais de lui. Quand même. Vous l'avez parlé là. Ah oui, là, je lui ai parlé. Mais... Ah oui, d'accord. Oui. De façon non censurée. Voilà. Et puis là, il n'y avait pas de service d'ordre, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait rien. Mais et maintenant, il sait ce que je pense de lui, ça c'est sûr. D'accord. Et donc après cela, et avec les journalistes, vous avez eu quand même, parce que vous m'a confié hors antenne, qu'il y avait eu des gens qui étaient venus vous voir, et puis... Ah oui, j'ai par exemple Antenne 2, un journaliste qui s'appelle Monsieur Couder. Alors j'ai oublié de lui demander s'il était parent ou pas avec l'illustre Roger Couder. Ouais. Et je pense pas, parce que Roger Couder, je pense pas qu'il m'aurait traité comme ça, mais enfin bon, peu importe. Ils sont venus donc sur mon lieu de vacances pendant une journée, 3 billets d'avion, location de voiture, puis 3 billets d'avion pour repartir, pour m'interviewer, parce que je devais passer dans l'émission de Madame Lucet le jeudi soir. Complément non, c'est cash investi. Non, c'est comment ça s'appelle Enfin bon, bref, ça me reviendra. Ouais. Eh bien, on m'a appelé vers 14h30 en me disant que ils sortaient de réunion et qu'ils avaient décidé de pas passer mon témoignage. Ce qui est intéressant dans cette histoire, Patrick Jardin, je me rappelle de l'auteur, encore une fois, il ne s'agit pas, et je n'ai aucun jugement, c'est son droit le plus strict d'avoir ça, c'est cet auteur dont l'épouse a été tuée Bataclan, et qui a écrit ce livre, Vous n'aurez pas ma haine, et qui a été reçu partout, dans toutes les radios, toutes les télévisions, les médias. Non seulement on l'a reçu, mais on l'a célébré. Et vous, ça a été quand même plutôt le boycott. Complet. Vraiment un vrai boycott. Oui. Ah, complet. Oui, complet. Moi, j'ai pas, à part vous, il y a Radio Courtoisie qui m'a demandé, et puis c'est tout. Il y en a un autre qui a écrit un bouquin tout aussi scandaleux que le premier. C'est l'ancien président de l'association du 13-11-2015 qui a écrit un bouquin avec le papa de l'assassin de sa fille, Sami Animour. Ah bon? Oui. Et lui aussi, il a été reçu dans toutes les télés, dans toutes les radios. Mais vous savez, ça, c'est pas très important. Non. Parce que moi, mon bouquin est sorti la semaine dernière. J'ai pas eu de campagne de promotion pour les raisons qu'on invoque, et j'étais chez Amazon. Oui. J'étais deuxième, juste derrière le bouquin de Sarkozy. Oui, c'est pas mal. Oui, donc sans avoir fait aucune promotion. Ouais. Donc je pense que ça sert pas à grand chose. S'il m'invite, j'irai. Mais bien sûr. Non, mais au-delà de la promotion médiatique, ce qui m'intéresse, enfin ce qui m'interpelle et nous interpelle, c'est la différence de traitement.
Mais bien Après sûr. tout, on peut être pour ou contre votre position, qu'on démarche, mais vous recevoir et vous faire parler. Enfin, ça me Oui, paraît mais la moindre des choses. Comme j'aurais fait parler aussi l'autre. Bien sûr. Mais vous savez, on est dans un pays où il faut pas faire de vagues. Donc, les politiques qui nous gouvernent savent bien qu'un jour ou l'autre, ça va exploser. Mais ils ne bougent pas. Parce que ils ont peur de déclencher une guerre civile. Donc... Et vous pensez qu'elle aura lieu, vous, à votre avis? Ah bah je vois pas comment on peut l'éviter, malheureusement. Parce que il y a rien de pire qu'une guerre civile en plus. Ah, c'est clair. Mais en fait, ils se repassent la patate chaude chacun leur tour à chaque fois aux nouvelles élections. Mais il y a personne un jour qui va dire bon allez, on va crever l'abcès, on va mieux se couper un doigt qu'une main et puis on met le paquet et on y va. Il y en a aucun. Donc évidemment, quand il y a un type comme moi qui élève un peu la voix ou qui n'a pas la même idée, tout ça, il faut surtout pas faire de vagues, il faut surtout pas en parler, il faut surtout pas que ça se sache. Et comme les journalistes sont subventionnés par l'État, il est bien évident qu'ils vont pas aller... Pas tous, mais beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup, faut le dire. Ouais. Donc, il est bien évident qu'ils vont pas scier la branche sur laquelle ils sont, quoi. Oui, ça mais c'est un vrai problème parce qu'au-delà justement de savoir si tel journaliste fait son boulot ou pas, il y en a beaucoup qui font bien leur boulot et d'autres non, comme dans tous les métiers. Mais le vrai problème, c'est que ce n'est pas en fermant le couvercle de la marmite qu'il ne va pas sauter. Bien évidemment. C'est-à-dire que la réalité se rappelle à notre ordre, quoi. C'est sûr. Et c'est terrible. En tout cas, lisez ce livre, Patrick Jardin, c'est extrêmement sincère. On peut vous reprocher beaucoup de choses, Patrick Jardin, sauf votre sincérité, dire ce que vous en pensez, et dire que moi, je n'ai pas envie, effectivement, de tendre la joue gauche. Et d'ailleurs, on l'a bien vu un peu partout, vous savez, depuis toujours dans l'histoire, ce sont ceux qui se sont levés qui ont résisté d'une manière ou d'une autre, c'est qui à la fin qui l'ont emporté. Oui, parce que lors de la dernière guerre, par exemple, les résistants au début de la guerre, il y en avait très peu. C'est clair. Bon, par contre, à la fin, il y en avait énormément. Et on a quand même fini par gagner la guerre. Donc moi, je reste positif. Maintenant, pour en revenir au livre, je vais vous dire franchement, je ne sais plus le relire. Quand j'étais en train, avant l'émission, de relire quelques passages, et à chaque fois, je pleure. Oui, je comprends. Vous l'avez presque... Oui, ça vous rappelle tellement de choses que... Alors, je me souviens de ce que j'ai écrit, bien évidemment, bien sûr, mais bien sûr. Je n'arrive plus à me relire. Bien sûr. Non, mais c'est un livre d'une immense sincérité. C'est un livre, effectivement, racontant un des drames les plus sanglants et les plus terribles qu'on a eu de ces dernières décennies, ces dernières années. Et je pense qu'en tout cas, il faut le lire et il faut rester toujours lucide et vigilant. Si on perd la lucidité, je dis toujours, c'est la politique de l'autruche. Si on met la tête dans le sable, On ne voit plus rien. on voit plus rien. Merci Patrick Jardin. Merci beaucoup Patrick Jardin, merci beaucoup André Berkoff. André Berkoff, on vous retrouve dans quelques instants pour une émission spéciale Tour de France avec Céline Alonso.